Donc, je m'appelle Marcel Dridge. Là, je suis très ému parce que j'étais ici avec Imp en 2017 en tant que le premier mentor d'un superbe écosystème ici. Et puis, je suis très ravi d'être de retour. Je suis basé au Qatar aujourd'hui et je vous raconterai quelques trucs sympas qui se passent dans le GCC. Aujourd'hui, on va focaliser exclusivement sur la Méditerranée et sur l'Afrique. So it's all about Africa and the Mediterranean today. And the subject is around something really, really close to my heart. Donc c'est l'intelligence artificielle et surtout tout ce qui est climate change. Donc, on va commencer à présenter très vite les interlocuteurs. So we please a big applause of our friend all the way from Japan is Takuma Terakabuku, Uncovered Fund, CEO and General Partner. Celui qui a les cheveux gris, moi j'ai pas de cheveux du tout, mais celui qui a les cheveux gris, donc c'est un senior qui fait beaucoup de choses pour les startups, écosystèmes, que ce soit ici en France, en Europe ou en Afrique, Monsieur Gilles Leconec, et il fait partie de Euroquity. Donc Euroquity, je ne sais pas si vous êtes au courant, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont connecté quand même 23 000 sociétés à travers toute l'Europe, et ils ont à peu près dans la base de données 3200 investisseurs. Et ils ont à peu près 290 partenaires à travers le monde. Et j'attends avec impatience, Gilles, ton défi pour l'année prochaine en pensant aux Amériques. Donc Europe, Afrique et les États-Unis, le Canada peut-être. Juste à côté de lui, I think, please, un applaudissement pour notre ami Stéphane, pour notre ami Diego Arias Garcia. C'est la première fois que je le rencontre, mais je connais son partenaire, celle qui a fait Outliers Ventures, qui est ma copine et amie de longue date, Kenza Lahalou. Donc c'est Outliers VC qui est basé au Maroc. Diego, welcome to France. Et à côté, ma copine, Faten, que je connais de longue date, de Flash6 Lab. C'est l'un des incubateurs qui est très occupé et qui est très impactful dans la région de Mina. Donc que ce soit en Tunisie, que ce soit en Égypte, que ce soit maintenant, même je les ai vus récemment, ils veulent venir au Qatar, ils sont en Arabie Saoudite, ils sont en Abu Dhabi. Donc vraiment, chapeau Flash6 Lab, vous êtes très présent partant et surtout vous êtes impactful sur le startup écosystème. Well done. Et en tout dernier, le beau gosse, elle est où la cravate? Ok, ça marche. Je taquine. Notre cher ami Stéphane Alou, qui est de Digital Africa. Il est le CFO et, comme vous le savez très bien, Digital Africa, c'est une initiative de Pro-Parco Africa. Donc, bienvenue et on va aller rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va donner un sujet très intéressant. Vous êtes au courant que ce soit dans le bassin méditerranéen, les 23 pays qui sont autour de la Méditerranée, est-ce qu'il y a Tarek Al-Qadi du Caire quelque part? Is there Tarek anywhere here? Moi, j'y crois beaucoup à la Méditerranée. Après, je parle de l'Afrique parce qu'on a lancé un club de business angels qui s'appelle Investors of the Mediterranean, qui regroupe les 23 pays. Aujourd'hui, on a signé avec 15 pays et la seule obligation, il faut que le club business angels soit sur la rive de la Méditerranée. Donc, moi, je suis l'ancien président éméritus de Sophia Business Angel à Nice et on était l'un des premiers cofondateurs. Donc, watch out for the Investors of the Mediterranean. En Afrique, est-ce qu'il y a quelqu'un de IBAN ici? European Business Angel Network. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Non. Encore une fois, IBAN a initié ABAN, African Business Angel Network, qui est basé à Lagos et on a fait beaucoup de travail. Et encore une fois, on est en train de regarder l'Afrique du nord au sud, de l'est à l'ouest. And watch this space, more and more diaspora. This is the key word. More and more diaspora. C'est la diaspora qui va faire une grande différence parce qu'on les intéresse à être business angel, early stage investor, pour qu'ils reviennent et donnent un coup de main à l'écosystème africain. All right. Le sujet. Funding champions en Afrique en Méditerranée, around AI and climate change. Deux sujets très importants. Climate change, c'est un sujet vraiment qui commence un tout petit peu à avoir beaucoup d'impact et d'intérêt à travers le monde parce que quelques-uns, surtout les États-Unis, qui n'y croient pas trop,
On est en train de penser comment nous, les adultes, on va laisser la planète à la prochaine génération. Donc c'est un sujet très très intéressant. Et AI, moi ça fait marrer. Nous on fait de l'AI depuis des années parce qu'on parlait de machine learning depuis très 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 longtemps et tout d'un coup c'est devenu à la mode. ChatGPT, et vous connaissez toute l'histoire, hein, que ce soit Mistral en France ou que ce soit Sam Nathan au niveau OpenAI. Donc c'est très intéressant comme sujet. Première question, je vais commencer avec ma chère amie Faten. Donc on a des anglophones, on a des francophones, donc on va mélanger les deux. Et, hein, donc c'est franglais, exactement, tout à fait. Donc Faten, toi qui travailles avec Plastics Lab depuis des années, tu as vu exactement comment tu as pu impacter les startups à travers tout l'écosystème d'Amina. Ma question est très simple. C'est quoi les tendances, et je la poserai en anglais aussi, c'est quoi les tendances aujourd'hui qui sont en train vraiment de driver les investisseurs eux-mêmes lorsqu'il s'agit de AI et de climate change en Afrique et en Méditerranée? C'est quoi les tendances d'après toi? So, in English, what are the key trends driving investment in AI and climate tech across Africa and the Mediterranean? Je vais le faire mélanger là. Yeah, go ahead, whatever you want. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir l'utilisation et l'application de l'IA dans plusieurs verticales. On parle, on a vu surtout l'adaptation de l'IA aux écosystèmes locaux. Donc, on parle de data-driven agriculture, AI applied to data-driven agriculture. On a vu aussi l'application de l'IA dans la santé, notamment InstaDeep. Mais je voudrais surtout parler d'un modèle ou bien quelque chose qui a vraiment attiré notre attention et dans lequel on a investi, qui est l'application de l'IA dans le water scarcity. Donc, je prends l'exemple d'une de nos startups qui s'appelle Cumulus, qui on a entendu parler. Ok, bah, super. Donc Cumulus, c'est une start-up qui utilise l'IA avec une technologie très avancée pour pouvoir produire de l'eau à partir de l'humidité de l'air. Et quand je dis produire de l'eau, c'est-à-dire que c'est de l'eau potable que vous pouvez consommer. Donc les machines qu'ils ont construites, ce sont des machines qui peuvent produire jusqu'à 30 litres d'eau par jour à partir de l'humidité de l'air. Et donc là, je pense que c'est vraiment un exemple extraordinaire de non seulement la résilience des entrepreneurs, mais aussi la réflexion qui est allée très très loin pour créer une solution qui puisse répondre à un vrai pain point du continent. Je partirai encore une fois de la Tunisie. On vit vraiment beaucoup de problèmes de water scarcity en Tunisie et donc cette réflexion est partie par là. Donc moi, je voudrais vraiment mettre la lumière sur ça. Merci Faten. Gilles, pour compléter. Alors pour compléter, peut-être dire que la vue que j'ai sur la partie IA ou Climate Tech, elle est celle finalement qu'on a à l'intérieur d'Euroquity. C'est-à-dire qu'on accompagne, comme tu l'as indiqué, 23 000 sociétés dans plus de 60 pays aujourd'hui, en Europe, en Afrique, au Canada. On a plus de 3 200 investisseurs et on a plus de 290 partenaires. Donc on essaye d'avoir, on va dire, une vision un peu globale du marché. Donc sur la partie IA, nous, ce qu'on voit finalement, c'est qu'il y a deux marchés distincts. Il y a un premier marché qui est un marché lié au LMM, vous en entendez parler régulièrement. Tu as évoqué le cas de ChatGPT. Peut-être pour vous préciser ce qui se passe en France, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le marché français au niveau de l'IA, les derniers investissements, c'est Edge, 220 millions d'euros, du très très early stage, donc vraiment du très très early stage, la boîte commençait à peine. Poolside, une société d'origine américaine qui s'est installée en France, 600 millions d'euros. Mistral AI, dont vous avez, je pense, la plupart d'entre vous entendu parler, déjà 1 milliard d'euros d'investissement. Donc on voit bien qu'on est sur la partie un peu tech enabler. Donc ça, c'est un marché spécifique. Sur l'autre partie, qui est finalement, qu'est-ce qu'on fait de l'IA en termes d'usage? Je dirais que la bonne nouvelle, enfin je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais c'est que l'IA, c'est partout, c'est massif, c'est dans chaque pays, dans chaque continent. Et donc évidemment, chaque pays du continent africain utilise, notamment au niveau des nouvelles startups, l'IA. Donc on voit des startups se développer sur des verticales.
Et toutes les verticales sont concernées. On a vu des très belles boîtes passer dans le domaine agritech, dans le domaine également d'utilisation des data issues du spatial, dans le domaine même de la musique. J'étais à Dakar il n'y a pas longtemps, j'ai vu un type formidable m'expliquer qu'il faisait du mastering grâce à l'IA, bon, etc., etc. Et je dirais qu'à ce niveau-là, l'IA va permettre aux entrepreneurs africains, parce que le coût d'accès finalement à ces technologies est relativement faible, donc de développer énormément de nouvelles activités qui vont être centrées sur les besoins du continent. Il y a notamment l'aspect multilingue qui est extrêmement important, où il y a beaucoup de projets, d'entreprises et d'entrepreneurs qui se lancent. Sur la partie Climate Tech, il faut savoir aujourd'hui que sur les 700 entreprises tech qu'on accompagne actuellement en Afrique, il y en a 15% qui sont dans la Climate Tech, et on voit année après année que c'est un segment de marché en fait, qui évolue de manière de plus en plus importante. Une autre tendance pour moi, c'est qu'il y a des programmes maintenant d'accélération deep tech au niveau du continent africain qui se mettent en place, que ce soit des programmes issus de la Commission européenne ou issus d'un certain nombre d'opérateurs, comme par exemple le programme OST Brain. On monte également un programme avec TIA, l'agence d'innovation d'Afrique du Sud. Et puis peut-être enfin pour terminer, un dernier point, c'est que les pouvoirs publics s'intéressent aussi à l'accompagnement de ce type d'investissement. Donc on voit en Tunisie un programme comme Greenovi qui est porté par le ministère de l'écologie, soutenu par la Commission européenne avec Expertise France et qui va quand même investir 12 ou 13 millions d'euros dans les prochaines années, à la fois pour faciliter la transition dans ce domaine des sociétés existantes, mais aussi pour investir dans les sociétés green tech. Donc ça bouge fort en fait sur le continent africain. Diego, you sit in one of the rare few VCs in Morocco from day one in Africa. What can you say about these trends of you seeing from an investment perspective in AI and climate change? Absolutely. And so basically to build on what Gilles has said, we see that LLMs and underlying AI are already commoditized models. So what we're very excited about is basically vertical integrations and how they basically offer opportunities for everyone to develop solutions faster, go to market faster. And what we're really excited about is companies that are building proprietary scaffolding, so building unique sort of pipelines that allow them to collect data from the other startups that are already in Africa, and that they can then use these underlying LLMs to get the insights that they need to process the data and so on, as well as with languages, right? So one of the very exciting things about all of these LLMs is that they have access to great resources for developing French, English, German, Spanish, but it's not the same when you're looking at other markets like in Morocco. You don't have a great library of resources to access Moroccan Darija, right? Or to access Tunisian dialects, or to access dialects in sub-Saharan Africa. And so one of the things we're very excited about as well is companies that are building proprietary training systems that can help these existing models do either direct translation from a language like Darija or Swahili into English, and then vice versa, produce the transfer, or directly integrate with these languages. So this is what we're very excited about. Interesting. Mr. Stéphane. Pour compléter, pour terminer sur ce sujet-là, les tendances en général, climate change and AI. Merci Marcel. Effectivement, on voit que l'intersection entre climate change et AI prend de plus en plus d'importance sur le continent africain et aussi sur le bassin méditerranéen. C'est surtout porté par des convergences entre les défis locaux et les priorités au niveau mondial en fait. Et on a effectivement parlé de différentes tendances. Peut-être de façon un peu plus globale, je pourrais parler de l'essor de l'énergie renouvelable en fait, de façon globale, c'est-à-dire qu'il y a une demande de plus en plus croissante de la part des populations d'avoir accès à une énergie qui soit fiable et qui soit abordable. Et à côté de ça, il y a aussi les objectifs de décarbonisation qui poussent les États et les entreprises à investir dans des solutions qui sont portées par l'intelligence artificielle. Et on voit également des modèles d'intelligence artificielle qui sont de plus en plus fiables et qui permettent aux États et aux entreprises de construire des politiques des politiques climatiques notamment beaucoup plus fiables. Merci. Vous avez constaté que les deux sujets sont reliés, que ce soit la partie climate change et AI. Je suis persuadé que tous les modèles sophistiqués pour voir le climate change, on doit utiliser de l'AI aussi. Ça, je suis persuadé. Hey, listen, from all the way from Japan,
I'm curious, when I saw you coming all the way here, I have an interesting question for you, especially about Africa, because I know exactly that you are a huge investor there. You're presenting your own fund. Why AI and climate change particularly compelling to investors like yourself, and specifically in Africa? I'll be really curious to understand why. Okay. We are venture capital focused on African startup backed by Japanese corporate mainly. So I have two reasons why we invest to the climate tech, especially climate tech in Africa. So first reason is the government pushing to transform climate, the carbon neutral, and then now it's easy for the startup to expand their business. Like invested EV startups, the government pushing them, and then reduce the tax for the EV. So this kind of things is happening right now. And the second reason is our LPs. So the Japanese corporate have to be, achieve the carbon neutral to 2050. So it's a duty, and then the Japanese government started some carbon tax in the few years. So if they can not achieve the carbon neutral by themselves, the company have to pay a lot of taxes. So it means that they reduce their profit. So that is why the company invested a fund, and we support the local startup to create a carbon credit from Africa, and then the company tried to get some right for the trading of the carbon credit between Japan and Africa. So that is the reason why we focus on African carbon, climate tech right now. On top of your mind, do you have a name in particular of a hot startup in Africa that you believe in, so yes. people should know? Many. Okay. So the company called Arkwright. They operate. Which country? In Kenya. So they're operating the electric vehicle. So they have the factory to manufacture the vehicle, and also they have a swapping station, more than 100 space. This year they had a partnership with Uber, and Uber also tried to shift to the EV in Africa. So the Arkwright is the first company to collaborate with Uber to shift the African EV market. So now they have more than 1,000 vehicles in Nairobi, and then now expand to the 5,000 until end of next year. So thank you for sharing that with us. Phaeton, en français et en anglais comme tu veux. Ça fait depuis 10 ans que je suis Business Angel. J'ai fait à peu près 34 investissements. Et en Afrique, on a toujours l'impression qu'on est toujours au niveau ideation, au niveau de early stage, un tout petit peu vers le scale-up. Je ne parle pas avec des succès particuliers, comme Instadi par exemple, mais en général, on ne parle pas de scale-up. Et ma question, elle est très simple. Qu'est-ce que les startups, il y a beaucoup de startups dans la salle, qu'est-ce qu'on doit faire pour vraiment scaler et pour être concurrentiel à travers le monde? C'est ça, au fait, moi, ce que j'ai constaté depuis 10 ans. On a de très bonnes idées, des talents extraordinaires, mais à la fin, la partie scale-up, lorsqu'on commence à faire, peut-être Gilles aura de la data plus tard, mais on aimerait bien savoir, au niveau scale-up, qu'est-ce que doivent faire les startups pour justement scaler et être vraiment des concurrents au même niveau que les Européens et les Américains. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Juste pour un peu de contexte, donc Flatix Lab, nous sommes une plateforme, VC plateforme, donc on investit dans les startups, on a investi dans plus de 400 startups so far. On a aussi lancé un nouveau fonds panafricain qui s'appelle Africa Seed Fund, c'est pour ça que Marcel me sollicite par rapport à l'Afrique. Donc je pense qu'il y a 3 choses à faire. Donc primo, il faut mettre les choses dans leur contexte. Quand on parle d'Europe et des États-Unis, c'est des années, c'est plus de 70 ans de recherche. On est tout à fait d'accord. Okay.
Donc se comparer directement aux États-Unis et à l'Europe, je pense que on ne devrait pas faire ça en tant que continent qui est encore un continent naissant. Donc première chose, je pense qu'il y a une responsabilité de la part des incubateurs, des accélérateurs pour mettre en place des programmes qui font en sorte que l'entrepreneur soit accompagné d'une phase à une autre. C'est-à-dire que la multitude de programmes, c'est bien, mais il faut qu'il y ait des programmes complémentaires qui puissent accompagner l'entrepreneur du ideation jusqu'au growth. La deuxième chose, je pense qu'il faut prendre en considération, c'est le legal framework. C'est-à-dire que mettre en place des lois, des règles dans le pays ou dans les différents pays qui puissent non seulement encourager l'innovation, mais aussi donner des incentives aux entrepreneurs pour que l'entrepreneur puisse se sentir à l'aise pour innover et se consacrer à 100% à son idée. Je pense qu'un des problèmes que nous voyons dans notre continent, c'est que la majeure partie des entrepreneurs, ils ont cette idée sur laquelle ils veulent travailler, et puis ils ont un side hustle pour qu'ils puissent générer de l'argent et puissent se nourrir. Donc, je pense que le meilleur exemple ici, c'est l'exemple du Startup Act qui a été lancé en Tunisie, qui est un legal framework qui a, en quelque sorte, créé un cadre pour les entrepreneurs pour qu'ils puissent innover tout en ayant un salaire pendant toute une année, tout en leur donnant la chance de revenir vers leurs emplois si jamais ça ne marche pas. Et puis aussi, ils donnent des incentives en termes d'avantages fiscaux, accès à hard currency, donc à la devise, etc. La troisième chose, je pense aussi qu'il faut donner les moyens et encourager les entrepreneurs et les emmener ailleurs et leur donner l'opportunité de voir ce qui se passe ailleurs et d'être inspirés. Donc le fait d'organiser des missions, donc on voit plusieurs missions aujourd'hui à Emerging Valley qui viennent de différents pays africains, c'est très très bien parce que cet échange on peut même appeler ça un transfert technologique, ce transfert de savoir, c'est vraiment impactant et donc ça donne des idées et ça donne en quelque sorte une vision où est-ce qu'on voudrait aller, quels sont les moyens qu'on pourrait utiliser pour qu'on puisse arriver à prendre ou bien à emmener sa start-up vers la scalabilité. Merci, Faten. I think next door, Diego, you know very well because you're investing real currency in some interesting startup in Africa. How can startup in this region scale to compete, according to you, after what Faten said? So, first, je dois m'excuser parce que j'étudiais français, mais... Eh ben, on va parler français, pas de souci. Mais au lycée, c'est fait là longtemps, so I'm just going to continue in English. I hope that's okay for everyone. Yeah, no, like you're very right. I think it's very interesting to see how companies can scale to compete globally and what are some of the hurdles, right? I think on the flip side, one of the things is many of the markets that we invest in have experienced currency devaluation, and you've just mentioned it right now, like hard currency is very important. So it's two sides of the same coin. In terms of the company having a cost center, they can be very competitive for scaling, right? And they can have, people call it a kitchen or a back office or, like the tech presence in a country like Egypt or Morocco or Kenya, where if you have money in dollars, you can pay competitive salaries and attack top talent market. And like there's companies like Andela that are built on that premise of allowing talent to like work for global opportunities and build a better future. And at the same time, many companies leverage this to expand to other markets in order to gain the stability of the currency that they need to keep on growing. So I think one of the things that we have to do to sort of facilitate this growth is investing in scalable business models that are replicable so that they're where we can see success stories in other markets and sort of see models that have worked but of course adjusted to the continent, or also look at companies that are building sort of innovation that's very defensible. And I have one company in mind in medical imaging that had access to a great sort of data set of information
which was the largest set of medical images ever sort of created, because the regulations were somewhat more relaxed in their country of origin, which allowed them to get FDA clearance much faster than other competitors. So I think there's like very exciting sort of opportunities. Of course, there are challenges, but we really remain excited about the opportunity of investing in African companies that are building for the world. Thank you, Diego. Mon cher ami Gilles, je crois que tu as pas mal de boules de cristal grâce à ta base de données extraordinaire. On parle aujourd'hui de climate change et AI, et tout le monde est au courant de ce qui se passe. Mais s'il y avait d'autres secteurs vraiment qui ont de l'avenir en Méditerranée et en Afrique, surtout en Afrique, et que ça vaut le détour pour un investisseur de regarder ça de près, est-ce qu'il y a quelques-uns qui te titillent et de dire attention, on parle AI, horizontal, parce que c'est à la mode, climate change, c'est tout le gouvernement qui en parle, mais est-ce qu'il y a quelques secteurs vraiment que, pour partager avec l'audience, que tu vois vraiment, peut-être il ne faut pas les délaisser et encourager les investisseurs à regarder ça de près? Alors, il y en a un en particulier que je vois en Afrique, en Méditerranée et plus largement d'ailleurs dans le monde, c'est la partie agritech qui se développe très fortement. Je parlais tout à l'heure du climat, on a 15% des sociétés qui sont climate tech, on a 15% aussi des sociétés qui sont dans l'agritech. À ma grande surprise. En fait, c'est venu progressivement, un peu à bas bruit. On ne l'a pas vu venir, et il y a 3 à 4 ans, quand j'étais interrogé par de potentiels partenaires sur ce qu'on pouvait faire ensemble dans ce domaine, en général, je disais, je ne sais pas trop si on peut faire quelque chose pour vous, je ne sais pas trop si on a beaucoup de sociétés. Maintenant, je peux dire que oui, on a énormément de sociétés qui se développent, de très très belles sociétés tech, et qui ont un potentiel, on va dire, de scaler. Parce que tu parlais de ce sujet tout à l'heure, qui ont vraiment un potentiel d'aller au-delà de leur pays d'origine. Les premières boîtes qu'on a pu accompagner là-dedans, notamment, il y en avait quelques-unes du Rwanda, qui étaient vraiment très en avance en termes de supply chain sur l'ensemble de la verticale. Et bon voilà, donc ça se développe fortement. Il faut savoir qu'on est en train également de créer, alors c'est pas directement ma direction, mais c'est celle de collègues, une activité de fonds avec OCP, donc au Maroc, pour déployer justement un fonds de fonds dans cette verticale qui va investir en indirect dans des fonds d'investissement qui vont avoir cette thèse. On va développer également un autre projet qui s'appelle Farm au niveau de BPI France. Enfin, on sent que c'est une verticale dans les prochaines années qui va attirer beaucoup d'investisseurs et sur laquelle ça va beaucoup bouger. Deuxième point qui me semble aussi intéressant, on a vu des belles boîtes passer, c'est tout ce qui concerne Digital Health, où là aussi il y a, je pense, un sujet, un enjeu majeur. Très très belle société qui commence à apparaître, et je pense que c'est pas terminé. Bon, après, je pourrais parler de beaucoup d'autres secteurs, mais ces deux-là, si je devais en choisir quelques-uns. Je vais en jeter un dans la région du GCC, là où je suis allé, au fait Energitech, grâce à nos amis Total Energy ici, qui sont en relation avec Qatar Energy, et ils sont en train de regarder de près. Dans la région, on ne parle que de fintech incroyable, et à un moment, ils doivent réfléchir, ça sera quel est le deuxième secteur, et je pense que Energitech aussi, il faut regarder ça de près. Mon ami Stéphane, qui est assis à côté de moi et qui a oublié sa cravate à la maison. Effectivement. Mais désolé. toujours beau gosse. Toujours beau gosse. Comment on prend un risque? On est un investisseur. Moi, je suis business angel, je fais des petits tickets. On va jusqu'au VC, série A. On prend toujours des risques. Mais d'après toi, est-ce qu'on est en train d'exagérer qu'on prend un grand risque dans le même contexte lorsqu'il s'agit d'une start-up africaine ou il s'agit d'une start-up qui est basée dans le bassin méditerranéen? Pourquoi on a tendance un tout petit peu à venir toujours que le risque est beaucoup plus énorme si j'investis en Afrique? D'après toi, qu'est-ce qu'il faut lancer comme message justement pour rassurer les investisseurs de dire l'Afrique c'est l'Eldorado de demain? Et moi je suis persuadé à titre personnel là. Moi aussi, Marcel. Effectivement, c'est risqué parce qu'il y a l'instabilité politique, la volatilité du marché, les infrastructures. Donc, effectivement, c'est risqué. Mais les savvy dans les investisseurs judicieux ont des astuces, des stratégies, en fait, pour essayer de mitiger le risque, de le minimiser.
Il y a d'abord la due diligence, en fait. Et ça, c'est vraiment une question très quotidienne, opérationnelle pour Digital Africa. C'est comment on va essayer, depuis Paris, alors que nous sommes basés à Paris, d'investir dans 18 pays africains sans exploser les frais de fonctionnement en déplacement. Donc, la due diligence renforcée en partenariat avec des institutions locales, des accélérateurs comme Flaxis Lab. On fait parfois très souvent des challenge pays où on se déplace avec des partenaires locaux justement et on organise des sessions de pitch. Il faut aussi prendre en compte une autre stratégie, c'est un modèle de financement mixte en fait, blended finance. Tous ceux qui peuvent utiliser de la subvention, tout le monde ne le peut pas, mais tant qu'on peut utiliser de la subvention pour réduire en fait les risques d'exposition, il faut le faire. Tant qu'on peut partir en partenariat avec des institutions financières comme la BAD dans certains cas, comme Proparco, il faut le faire également. Une autre façon de mitiger le risque, c'est d'investir dans la formation, notamment des équipes fondatrices. Non seulement des équipes fondatrices, mais également des équipes. Par exemple, à Digital Africa, on a un programme de formation qui s'appelle TAN for Startup, où on a formé plus de 1500 apprenants rien qu'en 2024. Et je vois d'ailleurs dans la salle l'équipe. Et donc, c'est une façon également de mitiger le risque. Et puis, bien sûr, je pense que mes collègues vont en parler, c'est la façon de constituer un portefeuille diversifié. Diversifié à la fois en termes de secteur, investir à la fois dans Climate Tech, investir dans l'EI, Gilles en a parlé, dans l'agri-tech et les fintech évidemment, et puis bien sûr dans différents pays, donc une diversification géographique pour essayer de limiter en fait les risques d'impact sur d'un marché local parfois. Merci. Faten, hier j'ai fait un masterclass avec les gens de Ernst & Young. Je crois qu'il y a des startups qui ont participé. C'était plutôt le investment readiness, comment pitcher aux investisseurs, etc. J'ai vu mon ami Edgardo quelque part. Je ne sais pas, il est toujours là ou pas. Il est parti. Le président de Sophia Business Angel. J'ai une question pour toi. On leur a donné un conseil. On leur a dit, au fait, vous ne pouvez pas appeler comme ça à travers le monde pour aller chercher des fonds. Et on dit, faites votre recherche. Et l'un des conseils qu'on leur a donné, et c'est pour ça que j'aimerais bien avoir l'avis de Faten, on dit make sure qu'il y a un business angel dans le pays qui a cru en vous. Alors, et on s'en fout si c'est $2000, si c'est $500, mais au moins, est-ce qu'il y a un business angel qui a cru en vous et qui vous fait du mentorat? On appelle ça de smart financing, c'est-à-dire que l'investisseur se mouille la chemise pour ouvrir les portes, etc. Du moins, c'est ce qu'on fait chez Sophia Business Angel. Qu'est-ce que tu en penses de l'idée? Est-ce qu'on peut avoir des fonds comme ça, à tout azimut, en dehors de l'Afrique, sans qu'on connaisse exactement la dynamique de la start-up localement dans le pays où ils sont? Alors, je pense que pour vraiment investir d'une façon impactante en Afrique, il faut connaître faut connaître la culture locale. Je pense qu'on ne peut pas fonctionner en Afrique sans pour autant avoir des partenaires locaux. En tout cas, pour nous, c'est comme ça qu'on opère. Le partenaire local, c'est un peu le tampon de garantie de la start-up. Et quand je parle de partenaire local, soit c'est un incubateur par lequel la start-up est passée, un accélérateur, un investisseur et des business angels. Il faut savoir que en tant que fonds d'investissement, on travaille avec beaucoup de réseaux de business angels parce que, en quelque sorte, ces business angels dérisquent la start-up pour nous. Et donc, c'est les premières personnes, c'est les premières, structures qui prennent le risque. Et une fois qu'une start-up a pu décrocher un financement, que ce soit d'un business angel, que ce soit d'un autre investisseur institutionnel, c'est un peu, encore une fois, le tampon de garantie de l'intérêt des investisseurs à cette idée et de l'intérêt qu'on porte à cet entrepreneur. Donc, je pense, pour répondre à la question, Marcel, qu'il est impératif et je pense qu'il est vital en Afrique de créer un écosystème autour du financement
Tu parlais tout à l'heure du blending financing. Donc, je pense que c'est un peu un parcours de financement entre business angels, entre VC, entre aussi, tu vois, les grants qui sont apportés par les bailleurs de fonds locaux. Je pense que tout ça pourrait constituer un écosystème qui puisse non seulement permettre à l'entreprise ou bien à la start-up d'avoir du financement, mais d'avoir surtout un financement tout au long de sa vie, puisque les financements de la start-up changent tout au long de son parcours. On ne fait pas appel par exemple, à des business angels quand on fait une levée dans une série C, puisque la majeure partie du temps, le business angel, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, vient dans la première maille de la chaîne de valeur. Et donc, c'est la personne qui dit, voilà, je vois quelque chose en toi et je crois en toi et je veux investir en toi. Des mots sages. Il y a quelqu'un qui est en train de me regarder méchamment en me disant que je n'ai que 2 minutes. Et elle le fait avec un grand sourire et elle va se reconnaître. So, the last question is going to be in English to my friend sitting all the way Takuma, because he invests and he believes all the way from Japan, he believes in Africa. So according to you, what are the main challenges startup face when seeking funding in Africa? Do you think it's regulatory issues? Do you think it's financial? Or do you think there's a talent gap? Is it all 3 of them? So where from your 34 investment you've done, or more than that, what kind of challenges that you're seeing there? Okay, yeah. Currently, the startup, the big challenge is more the finance side. So in the African startups, mainly like some of them are struggling to get funding because so now the investor will focus on the profitability. That is a mind shift from compared to 3 years ago. So 3 years ago, startup focus on more like top line and the super high, the fast growth, and then but now, the people understand this is not sustainable. So yeah, we need to, the mind shift for the sustainable growth and then long term with the long term. So that is very important for startup. Actually, I was in India last month, and then I met the startup called LaserPay, which is the one of the largest startup in India. Now the last round valuation was 10 billion, I think. And then the founder said they raised 800 million so far, but they just spent 100 million for business and 100 million for M&A. So the 600 million is just in their bank account. So it means startup also need some mind shift. If they can raise a lot of money, it's okay. But I think the startup founder have to think about more like how much they can grow, make profit with a small money. So that is the very important of the mind shift for the investor side and startup side as well. Yeah. Thank you very much. Pour conclure, moi, à titre personnel, j'ai un avis un peu tranché sur l'histoire pour l'Afrique. Je suis africain, je suis né à Alger. Je voyage beaucoup. On a des exemples concrets de exit extraordinaires, que ce soit au Maroc, que ce soit en Algérie, que ce soit en Tunisie. Donc on les connaît tous, hein, que ce soit les Yassir, que ce soit les Instadeep, il y en a plein. Moi, de mon avis là, si jamais je dis il faut changer une donne, au-delà de la data, la collection des incubateurs, accélérateurs, quelle est la liste des business angels, quelle est la liste des VC, il y a quelque chose qui manque. Et moi, je trouve que la clé de voûte, elle se trouve en le côté inspiring. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur le continent africain qui représente un genre d'exemple? Je penserais peut-être à l'Estonie, lorsque un petit pays de rien du tout, et tout d'un coup Skype a fait, c'est pas parce qu'ils ont fait un exit, c'est pas parce qu'ils avaient une unicorne, non, c'est parce que le monde entier a parlé de Skype. Et moi je suis persuadé qu'en Afrique, il faut absolument qu'on a un unicorne, mais rattaché au branding, et que tout le monde entier parle, dit attention, ça y est, l'Afrique, c'est bien parti.
Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, hein, mais exactement, comme Free, exactement, tout à fait. Donc il faut absolument qu'on accélère le schmilblick en disant une dizaine de unicornes, mais c'est au-delà de l'unicorne. C'est vraiment que le monde entier en parle. Et tout d'un coup, vous allez voir les diasporas africaines, les internationaux, les VC, ils vont venir investir de plus en plus en Afrique. En vous remerciant, et s'il vous plaît, un applaudissement pour les panélistes. Merci beaucoup.